Non. Mort le 2 avril 1974, Georges Pompidou nous a quittés il y a 50 ans, continuateur du gaullisme. Il marque aussi une rupture avec l'héritage du général, symbolisant plusieurs choses. L'arrivée au pouvoir d'un intellectuel, un homme d'affaires, dans cette France encore insouciante des années 70, où le Cantalou va imprimer sa marque par la créativité urbanistique propre à cette époque. Ces grands travaux ont précédé ceux de François Mitterrand. En 50 ans, la France aura tellement changé qu'on peine encore peut-être à trouver des éléments de comparaison. Les saveurs de la politique, la ferveur qu'elle suscitait sont-elles effectivement comparables? Mais si le goût a changé, est-elle cette France, est-elle cette politique moins appréciable pour autant? Pascal Perrineau est politologue, ancien directeur du Centre de recherche de la vie politique française à Sciences Po, commentateur avisé de la vie politique. Il publie quand même des mémoires. On peut dire qu'il parle à la première personne, il va le dire lui-même d'ailleurs. Le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République aux éditions Odile Jacob, qui constitue son dernier essai. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Écrire à la première personne, c'est vrai que ça change un peu de la posture de l'expert. Tout à fait. Et c'est très volontaire. J'ai éprouvé le besoin, en effet, de prendre la plume et d'essayer de croiser l'histoire personnelle et l'histoire collective de la Ve République. Je rentre en politique, si je peux dire, quand j'ai 8 ans, en 1958. Ça tombe bien, puisque c'était le début de la Ve République. Et au fond, mon goût de la politique va essentiellement s'épanouir tout au long de la Ve République, avec ses différents présidents, ses différents moments, plus ou moins dramatiques. Et je cherche, si vous voulez, un peu à inverser la perspective qui d'habitude est la mienne. On me demande toujours, Pascal Perrineau, qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel événement, de telle ou telle réforme? Et là, j'ai cherché à dire, au fond, mais comment, au fond, la politique, sur laquelle j'ai beaucoup, et je continue beaucoup à travailler, comment la politique m'est venue? Comment ce goût de la politique m'est venu? Et qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait en termes d'héritage familial, en termes d'engagement personnel, et puis en termes d'objet d'étude, puisque ça fait maintenant, oui, presque 30 à 40 ans que je travaille sur cet objet. Et la famille, justement, commençons par là. La famille, c'est bien sûr essentiel, comme toujours. C'est-à-dire, on hérite. Il y a l'empreinte, comme je dis dans ce livre, de milieux familiaux, qui étaient des milieux familiaux différents chez moi. Mon père était un Français de l'Ouest, né à Poitiers, qui avait eu, lorsqu'il était jeune, dans les années 30, ses yeux rivés sur Londres. C'était un professeur d'anglais. Il était fasciné par la vie politique et la culture, tout simplement, britannique. Et il était, à partir de 1940, il était accroché à Radio Londres. Et pour lui, la figure du général de Gaulle, qui menait la résistance à partir de Londres, était essentielle. En revanche, ma mère, c'était très différent. C'était une Alsacienne-Lorraine qui, pendant la guerre, était devenue allemande et avait été, vous savez, les jeunes Lorrains, on n'avait pas très confiance en eux. Les Allemands n'avaient pas très confiance en eux et on les envoyait en Allemagne pour être nazifiés. Ça avait été une expérience extrêmement traumatisante pour elle et elle avait développé un attachement tripal à la France à partir de cet exil qu'elle avait connu pendant 3 ans de 1941 à 1944. On a le sentiment, Pascal Perrineau, qu'à l'époque, la politique, c'était du sérieux. Ah oui, c'était du sérieux parce que c'était enraciné, il faut bien le dire, dans des drames collectifs. L'exil, l'occupation, on vous enlevait votre nationalité, ça n'était pas des choses minces. Et donc, j'ai été élevé, oui, dans une famille, comme ça se faisait beaucoup dans les années 50 et début des années 60, où on parlait de politique à peu près tous les jours. Il ne faut pas oublier qu'on parlait du passé, mais on parlait du présent aussi. Il y avait la mise en place de cette Ve République, c'était tout beau, tout neuf. Notre vie quotidienne changeait, on était en pleine période des 30 Glorieuses, c'est-à-dire il y avait un développement économique et social phénoménal, et puis il y avait un drame. C'était le drame de la guerre d'Algérie. Et il y avait aussi toutes les mutations de cette France de l'après-guerre, l'arrivée de l'argent américain, la mutation de l'agriculture qui va être considérable et très rapide. Tout à fait. Ça aussi, ça faisait sortir la France, en fait, de ce que Michel Serres appellera le néolithique. Tout à fait. Là, le monde changeait, le paysage
changeait. Encore, au début des années 50, la France avait un aspect de grand pays rural. Et à partir des années 60, on a vu peu à peu l'urbanisation apparaître et la France est devenue une grande puissance urbaine, industrielle. Je suis né sur les marches de l'Est, dans la Lorraine sidérurgique, et j'ai été élevé dans un village où la nuit se couchait jamais. Il y avait la lumière des trains de laminoir et de l'acier en fusion la nuit qui éclairait la nuit lorraine. Donc, en effet, je voyais la France changer sous mes yeux et cela suscitait chez moi une passion, une véritable passion. C'était la gauche et le marxisme flamboyant aussi. Oui, en effet, on a vu à partir des événements de 1968, de la montée régulière de la gauche dans la décennie 70 autour de François Mitterrand, une gauche qui ne représentait pas grand-chose jusqu'alors, qui s'est reconstruite patiemment autour d'une figure charismatique, celle de François Mitterrand, et qui a réussi à mettre en place l'alternance à partir de 1981. Et là aussi, pour le jeune observateur que j'étais à l'époque, il y avait quelque chose d'extraordinaire. La Ve République dans les mains de son plus vieil ennemi, François Mitterrand, qui avait présenté souvent ces institutions de la Ve République comme étant un danger pour la France. N'y a-t-il pas un paradoxe à voir justement la gauche sans cesse, comment dirais-je, préparer son ascension et son accession au pouvoir, alors que la France subit une influence des mœurs américaines comme jamais? Oui, en effet, il y avait une forme d'entrée de la France dans ce qu'on appelait à l'époque la société de consommation. Il y avait d'une certaine manière une américanisation, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai 18 ans, mai 68, il y avait une partie de la jeunesse française, qu'elle soit d'ailleurs de gauche comme de droite à l'époque, qui ne se satisfaisait pas simplement de biens matériels, qui ne se satisfaisait pas uniquement de la consommation comme projet de société. Et il y avait la recherche, c'est vrai, confuse, parfois égarée, vers les utopies révolutionnaires, mais il y avait la recherche d'une autre chose que d'une certaine manière, Georges Pompidou et son premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, au travers du projet de nouvelle société, ont réussi à incarner. Alors, qu'est-ce que ça représentait, justement? 74, Chaban ou Mitterrand, ça sera finalement, donc on le sait, Valéry Giscard d'Estaing qui va s'imposer, parce que Georges Pompidou trépasse et que sa maladie a été cachée à la France entière. Voilà, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas ces bulletins de santé réguliers. Et en effet, la maladie du président Pompidou était cachée. Mais enfin, tous les Français en avaient conscience. L'homme souffrait énormément et cela se voyait dans tous ses déplacements en province ou ses déplacements internationaux. Et ce qui devait être un grand septennat, le septennat de Georges Pompidou, est devenu un quinquennat du fait de la disparition en 74 du président. Et là, il y avait une grande question. Est-ce que et comment la Ve République allait-elle tenir à la suite de la disparition du président de la République? Et on a vu au fond que ces institutions étaient très robustes et que la transition se faisait calmement vers, à l'époque, ce qu'on a appelé la petite alternance, avant la grande alternance avec la gauche, la petite alternance vis-à-vis de Valéry Giscard d'Estaing. Et à l'époque, les journalistes n'avaient pas le droit d'écrire même les bulletins nécrologiques, de préparer la nécrologie de Georges Pompidou. C'était interdit puisqu'il ne fallait absolument rien dire sur la maladie qui touchait le chef de l'État. Et qu'est-ce que, Pascal Perrineau, quelle appréciation portez-vous sur la situation de l'Église à l'époque? Alors, la situation de l'Église est encore, l'Église catholique est encore un grand témoin. Certes, la France est en train, objectivement, de se déchristianiser, mais l'Église est encore une grande puissance, pas simplement spirituelle, mais qui intervient également dans le jeu politique. D'autre part, les présidents de la République française, que ce soit bien sûr le général de Gaulle, mais également ses successeurs immédiats, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, pouvaient être proches de l'Église catholique. Et la conférence épiscopale de France, par exemple, était, je me souviens très bien, dans les périodes préélectorales, faisait partie du débat. On écoutait ce que les évêques de France avaient à dire pour les écouter avec attention ou pour les rejeter avec relativement de la modération.
Donc les années 70 ont été marquées par les débats sur l'IVG en particulier. Tout à fait. En effet, il y a une modernisation en termes de mœurs à l'époque. Et là, l'Église catholique se ressent mise en cause dans certains de ses fondements. Ça n'empêchera pas Valéry Giscard d'Estaing, qui au fond est un réformiste, d'essayer de pousser son avantage. On le voit avec la réforme du droit de vote à 18 ans, et on le verra bien sûr avec le débat autour de l'IVG et la personnalité de Simone Veil. Votre cœur va plutôt où, Pascal Perrineau? Les démocrates chrétiens? Voilà, moi je suis un réformiste depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire, je considère, à l'époque, je faisais, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais 18 ans, j'étais en philosophie en 1968, et il y avait un auteur qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est Auguste Comte. Et Auguste Comte disait quelque chose au 19e que je continue à partager aujourd'hui. Il disait, le mouvement, c'est la continuation de l'ordre. Il ne peut pas y avoir d'ordre sans mouvement. Là, on sombre dans le conservatisme le plus plat, mais il ne peut pas y avoir de mouvement sans ordre. Et je retrouvais cela, bien sûr, dans la figure du général de Gaulle, puis dans celle de Jacques Chaban-Delmas. Et à partir d'un certain moment, en effet, dans ma carrière personnelle, j'ai pu considérer qu'il fallait peut-être regarder également du côté, mais ce qui n'a jamais vraiment existé en France, la social-démocratie, c'est-à-dire ce réformisme porté par la gauche modérée, comme ça a été le cas par exemple en Allemagne, avec la social-démocratie allemande, et je me suis tourné pendant un bref instant, avant les années 80, vers le Parti socialiste. Et François Mitterrand aurait pu être le porteur de cette démocratie chrétienne qui avait beaucoup fait son élection aussi. Voilà, la démocratie chrétienne avait contribué à faire son élection. Il y avait une lassitude par rapport au giscardisme. Le giscardisme avait perdu le vent de réforme qui avait soufflé de manière nette en 1974-1976. Et on était un peu dans une fin de période tout de même, à la fin des années 70 et au début des années 80. Et il y avait besoin, d'une certaine manière, pour le pays, pour prouver aussi que ces institutions étaient de véritables institutions pluralistes et démocratiques, d'avoir voilà, la gauche qui arrivait au pouvoir. La gauche restera au pouvoir plus longtemps que cela n'avait été prévu. Le septennat de François Mitterrand a-t-il tenu les promesses que vous auriez pu nourrir à son endroit? Non. Non, bien sûr, parce que l'épreuve du pouvoir était pour un socialisme un peu flamboyant, qui prétendait changer la vie. Vous vous rendez compte de l'ambition? Ça ne pouvait que décevoir. Et les Français ont été déçus très vite. On parle des fameux déçus du socialisme dès le changement de cap économique de 1983. Donc il y a eu une déception qui a nourri très vite d'ailleurs une forme d'alternance, puisque Jacques Chirac revient au pouvoir aux législatives de 1986. Donc on voit en effet que c'est à ce moment-là, au fond, que la gauche française découvre le réformisme et s'aperçoit qu'on ne peut pas rompre avec le capitalisme comme elle l'avait promis. Mais il n'y aura pas néanmoins de figure un peu comme Michel Rocard qui aurait pu incarner et Jacques Delors qui aurait pu incarner pour la vie politique française ce centre de gravité-là. En effet, Michel Rocard et Jacques Delors, dans des styles différents, vont représenter, j'allais dire, un socialisme moderne à l'époque. Un socialisme tel qu'il existait, démocratique tel qu'il existait dans de très nombreux pays européens. Ils ne parviendront pas à être les héritiers de François Mitterrand. Et au fond, c'est peut-être le début du déclin du Parti socialiste. Le Parti socialiste apparaît comme une force politique qui n'est pas à la hauteur des défis sociaux et économiques tels qu'ils se posent dans une société qui devient peu à peu la société que nous connaissons aujourd'hui, une société post-industrielle. Alors, je le disais en introduction, Pascal Perrineau, le monde a tellement changé depuis lors, y compris donc dans l'architecture politique. Aujourd'hui, vous qui avez été un commentateur de l'extrême droite, c'est un label quasiment. Et c'est aussi... Ça a aussi été pour beaucoup de commentateurs un moyen de propulsion, c'est-à-dire de se faire connaître sur les nouvelles tendances de la vie politique. Aujourd'hui, on a le sentiment que ce qui est l'héritier du Front National est quand même très installé dans la vie politique française. Et est-ce que les grilles de lecture d'avant sont toujours aussi pertinentes? Non. Il faut changer, si vous voulez, les grilles de lecture. Prenons un exemple historique. Le Parti communiste était bien
dans les années 20 et les années 30, un véritable parti révolutionnaire bolchevique. On voit aujourd'hui que ce parti communiste a beaucoup changé. Il en est de même pour le Front National, certes devenu Rassemblement National. Certes, il peut y avoir en effet une part d'héritage dans toutes ces forces politiques, mais on voit bien que le Rassemblement National, par exemple sur le marqueur qui a été pendant très longtemps le marqueur de Jean-Marie Le Pen, à savoir l'antisémitisme, on voit bien que ce Rassemblement National a changé. Mais quel destin! Quand tout jeune professeur à Grenoble, je le raconte dans le livre, je m'intéresse à ce tout petit parti qu'est le Front National. Il ne faut pas oublier qu'en 1974, qui est l'élection qui voit Giscard élu, Jean-Marie Le Pen est candidat et fait moins de 1% des suffrages. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Rassemblement National est au second tour de la présidentielle au-dessus de 40% des suffrages exprimés. Donc, quelle dynamique! Quel chemin parcouru! Donc je me suis en effet beaucoup intéressé aux logiques qui ont organisé cette poussée absolument phénoménale du Rassemblement National. Et si j'avais, c'est bien sûr un peu caricatural, à résumer, je dirais que au fond, le Rassemblement National et sa force électorale aujourd'hui n'est que la mesure du malaise réel que la France a en tant que nation vis-à-vis de la globalisation. Nous sommes maintenant, pour le meilleur et pour le pire, dans une économie ouverte, dans une société ouverte. L'Europe se construit, la globalisation politique est une réalité. On le voit avec les G7, les G20, etc. Et la France est peut-être plus que d'autres nations européennes en difficulté avec ce monde ouvert. Et le Rassemblement National est assez souvent le symptôme de ces difficultés françaises par rapport à l'ouverture. Vous explorez, Pascal Perrenot, 6 facteurs explicatifs de la poussée du Front National à l'époque. Est-ce que le terme, le label ou l'étiquette d'extrême droite est pertinent ou paresseux? C'est un peu paresseux. Bien sûr, on voit bien que l'extrême droite, c'est quelque chose de très précis. En particulier, il y a une famille très importante dans l'extrême droite qui est le fascisme. Ce fascisme, c'est un attachement, par exemple, au parti unique. C'est un attachement à une société, une économie organisée en corporation. Le Rassemblement National, aujourd'hui, ne propose pas du tout ni le parti unique, ni l'économie de type corporative. Donc, c'est un peu une facilité, même s'il y a des courants d'extrême droite dans le Rassemblement national aujourd'hui. On voit bien que le Rassemblement national est autre chose et que même parfois, sur le terrain économique, ces propositions économiques sont parfois plus proches de la gauche, et même de la gauche extrême, qu'ils ne le sont de la droite libérale. Extrême droite et extrême gauche, c'est symétrique comme appellation. La symétrie est un peu facile, mais il peut y avoir, oui, des points de rapprochement. On le voit en ce moment, nous sommes à quelques encablures des élections européennes. Vous regardez l'attitude assez réticente vis-à-vis de la construction européenne des forces politiques en France, et vous retrouvez d'un côté la France insoumise, de l'autre côté le Rassemblement national. Vous regardez ce qu'on peut appeler parfois certaines complaisances vis-à-vis de la puissance russe sur la question ukrainienne. Vous apercevez que, au fond, une certaine proximité vis-à-vis de la Russie est sensible à la France insoumise et au Rassemblement national. Est-ce possible d'avoir le Rassemblement national ou le candidat du Rassemblement national en tête à la présidentielle? Oui, bien sûr, c'est tout à fait envisageable. Vous regardez aujourd'hui les rapports de force, bien sûr, les élections européennes, ce n'est pas une élection présidentielle. Mais enfin, vous regardez les rapports de force, vous voyez bien que la liste de Jordan Bardella est environ à 30%, la liste de Madame Hayé, qui est la liste de la Macronie, est aux alentours de 21%. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est certainement une des premières forces politiques. Donc, la possibilité pour son candidat d'être en tête dans un premier tour d'élection présidentielle est avérée. Mais de gagner, ça l'est moins. De gagner, ça l'est moins. Ça n'est pas impossible. Ça fait partie des éventualités. Qui aurait dit ça encore il y a quelques années? Ça fait partie des éventualités, mais il reste dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, au Front National, qui a fait toute sa carrière, au fond, dans l'opposition, et dans l'opposition parfois la plus radicale, à faire ses preuves de sa capacité à gérer les affaires. Et gérer les affaires, c'est pas simplement parler haut et fort.
L'OVNI que représente Emmanuel Macron, dans le sens où la culture politique était absente chez lui au départ et qu'il a été parachuté par un système, semble-t-il, qui désirait faire exploser la logique des partis politiques existants. Ça, c'est quand même une réalité qui a bouleversé la vie politique française, non ? Ah oui, ça c'est avec au fond le Rassemblement national, l'apparition de cette météorite Emmanuel Macron est un des grands phénomènes pour un observateur de la vie politique comme moi. En effet, il y a derrière le phénomène Macron, derrière la personne Macron, un phénomène qui est très intéressant parce qu'il traduit, et j'en reviens au malaise de la société française par rapport au monde ouvert, au fond d'un côté, vous avez le Rassemblement national qui préconise politiquement, socialement, économiquement, un retour à l'entité nationale, un certain protectionnisme. Et de l'autre côté, vous avez un homme et une force politique derrière qui fait confiance plutôt à l'ouverture. À l'ouverture économique, à l'ouverture politique. Le discours, s'il y a une constante chez Macron depuis 2017, c'est véritablement une politique européenne qui peut être assez audacieuse. Donc, peut-être au fond qu'aujourd'hui, ces deux nouvelles forces politiques, nouvelles avec beaucoup de guillemets, que sont le Rassemblement national et Renaissance, la force qui soutient le président de la République, représentent les deux pôles, et peut-être les deux pôles essentiels de la vie politique française. Le wokisme in vivo, vous y consacrez un chapitre, Pascal Perrineau, et il n'y a pas que Sciences Po, mais Sciences Po aussi montre des signes en la matière. Est-ce que nos universités ont complètement changé ? Est-ce qu'elles vivent aux États-Unis ? Alors, elles changent, ces universités, et comme toujours, vous savez, il y a des modes, pour le meilleur et pour le pire, des modes culturels qui viennent d'outre-Atlantique. Vous êtes assez sévère, hein ? Oui, je suis sévère parce que je considère qu'avec le wokisme, cet attachement à notre origine définie par notre sexe, notre ethnie, voyez, notre religion, il y a tous les déterminismes. Voilà, tous les déterminismes, toutes les identités dont nous serions prisonniers. Il y a une hostilité fondamentale vis-à-vis de la notion même de citoyen. Comment voulez-vous, aujourd'hui, construire une citoyenneté avec des gens qui ne font que véhiculer leurs appartenances et très souvent ce qu'ils vivent comme étant des stigmatisations, le terme est très à la mode, des souffrances dont ils seraient porteurs. C'est impossible, on ne peut pas faire vie commune avec cette conception de la société. C'est pour ça que je montre très concrètement, puisque j'enseigne chaque été aux États-Unis pendant 2 mois, je montre ce que c'est que le wokisme dans la réalité. Et le wokisme dans la réalité, c'est assez triste, c'est assez sinistre. Ça crée une société de toutes les méfiances. Tout le monde se méfie de tout le monde. Vous ne pouvez pas faire société de cette manière. C'est la fin de la politique. C'est la fin de la politique. En effet, le goût de la politique disparaît de lui-même à ce moment-là. Ça veut dire que pour redonner goût à la politique, Pascal Perrineau, ça veut dire qu'il faut redonner le sens au mot citoyen. Oui. Il faut en effet que les jeunes et les moins jeunes comprennent l'ambition de la citoyenneté, c'est-à-dire de s'arracher à nos conditions particulières, pour se projeter dans un espace public et définir en commun notre manière de vivre ensemble. La laïcité, par exemple, au début du XXe siècle, a été un des éléments de ce contrat social. Et les catholiques, le catholique que je suis, voilà, est l'héritier de ce compromis qui a été passé au début du XXe siècle. Et au fond, il y a au début du XXIe siècle le même type de défi. Merci beaucoup Pascal Perrineau, observateur passionné de la Ve République. Avec le goût de la politique, votre dernier essai publié chez Odile Jacob. Merci d'être venu en grand témoin. Merci à vous.